m'appelle Cédric Hugré et je suis chargé de recherche au CNRS en sociologie, au sein de l'équipe CSU du laboratoire CRESPA, qui est rattaché à l'université de Paris 8 notamment. Alors ce livre a été écrit avec Tristan Poulawec, il est apparu il y a quelques semaines et donc on vous remercie vivement de l'invitation. C'est un livre qui part d'abord d'un article qui est paru en 2018 dans la revue Économie et Statistique, une revue un peu aride quand on n'est pas statisticien ou sociologue statisticien. Article qu'on a coécrit avec Yael Brimbaum et Tristan Poulawec. Et puis une fois qu'on avait obtenu le fait de publier cet article, qui nous a coûté quand même quelques années de travail, cet article s'appelle 50% à la licence, mais comment on s'est engagé avec Tristan Poulawec dans la rédaction de ce livre, de façon plus ou moins assidue, plutôt moins pendant le Covid, il faut bien, enfin du moins pendant les divers confinements qui nous ont affectés, et surtout, on va y revenir, pendant l'année qui a suivi la première gestion de la crise sanitaire à l'université, qui a beaucoup perturbé le travail des universitaires. Même si j'en suis pas un, j'ai bien assisté à ça. Voilà, je profite de l'occasion qui m'est donnée d'excuser l'absence de Tristan Poulawec, qui aurait adoré être avec nous, mais qui présente le livre à l'université de Nancy ce soir même. Donc c'est un des relatifs avantages du travail collectif que d'avoir un peu accès à un bout d'ubiquité dont on profite un peu. Cet ouvrage est un ouvrage de synthèse sur une partie des travaux que lui et moi avons publiés au cours des 10 ou 15 dernières années, il faut bien le dire. Pour ma part, c'est un retour à mes premières amours, parce que j'ai d'abord fait ma thèse sur les inégalités dans l'enseignement supérieur, et puis quand j'ai été recruté au CNRS, j'ai un peu fait autre chose. Et il nous semblait important, notamment à la faveur de l'arrivée de Parcoursup et des débats qui ont accompagné Parcoursup, de faire cet ouvrage et peut-être de lui donner une résonance alors politique, je sais pas, en tout cas la conclusion est fortement politique, c'est-à-dire qu'elle avance des propositions concrètes pour ce qu'on appelle une réelle politique de gauche scolaire, et aussi dans l'enseignement supérieur, avec des points qui sont sans doute très consensuels, je pense, au sein du monde des disciplines des universités, et d'autres qui le sont un peu moins. Je ne sais pas si ce soir j'aurai le temps d'aborder tout ça. Il nous semblait important de commencer l'ouvrage par un retour sur la série de confinements qu'ont connus les universités. La première raison pour laquelle on a souhaité faire ça, c'est parce que d'une part, il y avait un enjeu mémoriel à le faire, parce que nous-mêmes, on perd le souvenir immédiat du moment critique qu'ont été ces confinements successifs dans les établissements universitaires français. Et on se mélange sur les dates, sur les effets, sur ce qui s'est passé vraiment. Donc il y avait un enjeu mémoriel à le faire. Et aussi parce que dans le livre, on défend la thèse il y a un nouveau régime de sélection scolaire qui s'est imposé depuis 15 ans en France. Et ce nouveau régime de sélection scolaire s'est particulièrement donné à voir dans les suites de la gestion de la crise sanitaire en France. Alors je vais vous rappeler des choses que vous connaissez sans doute aussi bien que moi, voire mieux, mais c'est important de se les dire, je pense, notamment dans ce séminaire. Le confinement du printemps 2020 a été total pour toutes les institutions publiques de scolarisation. Voilà, on a passé tous 8 semaines en dehors de nos établissements. Ça a été le cas aussi pour les étudiants. Et ce premier confinement a été accompagné d'une série de craintes et de commentaires sur la peur de voir revenir la misère étudiante, c'est-à-dire celle qui n'avait plus, on pourrait dire, les oripeaux de la bohème pour être à peu près appréciable, qui était marquée notamment, alors dans mon université, je le sais, par des files alimentaires, des files de queue alimentaires très impressionnantes, à Paris 8, voilà, qui ont été filmées. Et ce retour de la misère étudiante, il a pu être quantifié par une première enquête qui a été faite par le collectif POF, qui est un collectif d'enseignants-chercheurs qui se groupe entre des universités pour faire un cours d'enquête statistique par questionnaire auprès de ses étudiants, et qui chaque année décide d'un thème à quantifier. Donc c'est pour leur apprendre à faire une enquête d'une part par questionnaire, mais aussi à savoir faire un échantillon. Là c'est un super échantillon aléatoire, par le biais de tirage aléatoire de salles, donc c'est super. Cette enquête, elle porte sur 8 universités, je vais quand même les citer parce qu'elles ont participé à cette enquête, et il faut au moins leur donner comme on cite leur travail. C'est les universités de Brest, de Caen, de Grenoble, du Havre, de Nanterre, de Nantes, de Paris 8 et de Tours. Et donc ça a été fait notamment par les étudiants, qui nous ont permis de constater que donc l'enquête a eu lieu en novembre 2020,
Au moment du confinement, 10% des étudiants avaient eu recours à l'aide alimentaire depuis la rentrée. Donc, vous voyez, on est en novembre, c'était déjà beaucoup. 16% en auraient eu besoin, mais ne l'ont pas fait. Voilà, toute cette question du non-retour. Et 4% ont déclaré dans le cadre de cette enquête s'être vu refuser leur demande. Si on additionne ces 4 pourcentages pour ces 8 universités, on arrive à un peu plus de 3 étudiants sur 10 qui ont été concernés de près ou de loin, on pourrait dire, par la précarité alimentaire, qui est une des dimensions de la précarité économique assez forte. Et par la suite, dans l'année 2020-2021, l'ensemble des institutions de formation des étudiants en France n'ont pas été traitées de la même façon dans les confinements et dans la gestion de la crise sanitaire. Alors ces inégalités se sont traduites notamment par des conditions d'études relativement proches de la normale, je le dis avec prudence, mais dans les sections de techniciens supérieurs et dans les classes préparatoires aux grandes écoles, là où les universités ont subi un deuxième confinement, puis sont passées, à partir du mois de janvier 2020, à un distanciel forcé, qui voyait, en gros, diviser par 2 la capacité à faire des cours, quoi. Voilà. Alors pourquoi les STS et les CPGE s'en sont mieux tirés, on pourrait dire, du point de vue de leur rapport, enfin, leur pouvoir, leur rapport au pouvoir, d'une part parce qu'elles ne sont pas gérées administrativement par les mêmes directions centrales, et ça c'est important, elles dépendent de l'enseignement scolaire, donc du secondaire, là où les universités dépendent de l'enseignement supérieur, et que cette petite subtilité administrative a eu des effets très importants, puisque du moins les lycées, les lycées et même les collèges n'ont pas vraiment subi de second confinement aussi puissant que ce que nous on a subi dans les universités. À la suite de ces 2 années, bien sûr, au sein de la sociologie de l'éducation en France, mais parmi tous les collègues enseignants-chercheurs de nombreuses universités, la crainte, ça a été aussi celle d'un grand décrochage cognitif, on pourrait dire, au niveau des savoirs. Et là encore, le collectif POF nous a permis un peu de mieux quantifier ce qui se passait derrière le distanciel, dont on avait tous des ressentis peu satisfaisants, il faut bien le dire, mais sans savoir ce qui s'y passait. Alors d'une part, cette enquête qui a été faite l'année suivante montrait que la moitié seulement des étudiantes des universités de Brest, de Grenoble, du Havre avaient une connexion à la fois stable et rapide, donc qui permettait l'accès à, on pourrait dire, des conditions numériques de base pour suivre un cours ou un enseignement. 43% dans le questionnaire reconnaissaient avoir eu des difficultés à se discipliner pendant les confinements, c'est-à-dire à faire une autocontrainte et à embrasser, on pourrait dire, l'ascèse scolaire. Alors, on sait déjà que l'université est une institution qui a de faibles pouvoirs pour inciter au travail, on va y revenir, mais alors là, dans le cadre des confinements, c'était encore plus faible que d'habitude. Et puis, la moitié d'entre eux reconnaissaient dans le cadre d'un questionnaire, là aussi il faut avoir ça en tête, avoir moins ou beaucoup moins travaillé pendant leurs études, pendant les confinements de 2020. Alors, quelle dimension prenaient ces habitudes de travail le questionnaire a permis de montrer que, notamment, ce qui était une des craintes des enseignants de l'époque, c'est que les étudiants, pendant les cours en visioconférence, prenaient moins de notes sur les papiers, enfin voilà, écrivaient moins, se contentaient d'écouter. Et voilà, on avait un peu moins, on avait à peu près 40% des étudiants qui, pendant les cours en visioconférence, déclaraient prendre des notes, là où, quand ils ont des cours, traditionnellement, ils sont à peu près 6 sur 10. De façon symétrique, on avait des proportions assez importantes, plus de 30% d'étudiants qui, dans le cadre d'un questionnaire, là aussi c'est important d'avoir ça en tête, déclaraient à des enquêteurs seulement écouter des cours sans les prendre en note. Alors c'est un point important parce que pour la sociologie de l'éducation, la prise de notes est une des dimensions supplémentaires, on pourrait dire, de l'inégalité face aux apprentissages, notamment en première année, et elle a particulièrement été bien documentée pour la première année à Nice, par Jean-Luc Primon et Alain Friquet, qui avait montré qu'une des raisons du succès plus fréquent des filles à l'issue de la première année en sociologie et en histoire, c'était qu'elles avaient une prise de notes plus régulière et aussi plus intégrale, ce qui est évidemment plus facile pour réviser ces cours. Cette dégradation brutale et profonde des conditions d'enseignement et d'études à l'université ne s'est pourtant pas traduite par un grand décrochement. Il n'y a pas eu d'hécatombe aux examens. Et il y a même plutôt l'inverse. Quand 46% des bacheliers de 2018 validaient leur première année en 2019, ils étaient 54% pour les bacheliers de 2019 à la valider en 2020. Ça représente 8 points d'amélioration. Et l'année suivante, on est revenu sur un régime de sélection relativement plus classique, c'est-à-dire que les taux de passage de L1 en L2 ont chuté.
J'ajoute, c'est pas dans le livre, mais à l'occasion de la, bon, je sais pas comment dire, la promotion du livre, peut-être faut dire ça, on a été saisi par une ou deux journalistes qui nous ont rappelé que la ministre actuelle de l'enseignement supérieur s'était félicitée récemment d'avoir vu les taux de réussite aux examens en L2 augmenter. Et donc on a dû rappeler que c'était un effet de la crise sanitaire, c'était un effet de la dégradation des conditions d'études et de l'adaptation en fait des enseignants-chercheurs à ces cours dégradés en fait. Et donc on a été aussi obligé de rappeler que Edgar Faure, lui, en 1968, s'était pas félicité de l'augmentation soudaine du taux de succès des bacheliers à la session de 1968, et qu'il y avait quelque chose d'un peu étonnant, voilà, de voir une ministre instrumentaliser comme ça une donnée, pour le coup, qui était en fait le produit d'une dégradation soudaine et assez forte des conditions d'apprentissage. Alors comment comprendre ce double épisode enfin, qui s'est passé entre 2020 et 2021? Une première option, je le dis tout de suite, qui n'est pas suivie par le livre, c'est justement de se dire qu'on a eu une parenthèse sanitaire à l'université et qu'il s'est passé quelque chose de relativement extraordinaire, comparable à ce qui s'est passé pour les bacheliers de 1968. C'est pas l'option ou l'hypothèse que nous on choisit. On a plutôt choisi, je crois, dans la lignée de ce séminaire, un peu, vous y retrouverez sans doute, de mettre en série ce fait-là, ou du moins cette série de faits, en perspective des transformations de l'enseignement supérieur français depuis le début des années 2000, avec une réforme qui amorce, de notre point de vue, ce nouveau régime de sélection scolaire, qui est le LMD, on pourra y revenir, et celle qui le fait basculer en tant qu'une institution, une nouvelle institution, qui est la LRU. Et la thèse qu'on défend dans le livre, c'est que la crise sanitaire a fonctionné comme une institution de révélation de ce nouveau régime de sélection scolaire, qui se traduit en fait par un paradoxe que vient gérer Parcoursup actuellement, qui est que jamais la France et son système scolaire n'ont autant diplômé. On est à plus de 80% d'une classe d'âge au baccalauréat, on va arriver aux 50% de titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, et dans le même mouvement, jamais la France et son système scolaire n'ont transmis aussi inégalement les savoirs scolaires entre les classes sociales. Et ce paradoxe-là, d'une société qui diplôme à plein régime, mais qui n'a jamais autant transmis inégalement les savoirs scolaires, est ce qui obtient une pleine résonance dans les premiers cycles universitaires français, qui occupent une position centrale dans les destins des bacheliers. D'un côté, on a, depuis la seconde explosion scolaire, une banalisation des études universitaires. Nous, on refuse le terme de massification. Je suis désolé, Julien. Voilà, c'est des batailles sémantiques de sociologues et d'historiens, mais voilà, on défend l'idée qu'il y a une banalisation et pas une massification. La part des bacheliers dans une génération a doublé une première fois dans les années 60. Pourquoi pas de démocratisation? Justement, je vais y revenir. Alors, on refuse catégoriquement démocratisation, on va y revenir, mais on refuse massification parce que, enfin voilà, c'est aussi une manière dont les masses étaient pensées justement par le pouvoir politique et une critique de cette notion qui avait été faite historiquement dans l'histoire politique. Donc on refuse le terme de masse et on choisit celui de banalisation qui dit un peu plus ce qui s'est passé aussi pour une partie des classes populaires. Donc d'abord, première explosion scolaire, je fais un peu d'histoire scolaire, je suis désolé, voilà, un peu plus serré. Cette première explosion scolaire, elle est la conséquence immédiate de l'unification progressive des deux collèges en France et de l'arrivée du collège unique, qui fait qu'on passe grosso modo de à peine 10% d'une classe d'âge qui a son bac au début des années 60 à 20% au milieu des années 70. Donc ça, c'est la première explosion scolaire qui déborde un peu sur l'université juste avant 68. Et puis une deuxième explosion scolaire qui, elle, est très bornée, en fait, qui se concentre entre 86 et 1996, qui est la conséquence de la généralisation de l'accès au baccalauréat, qui se fait principalement via le bac professionnel, et qui va déboucher sur une explosion à l'université. Avec des amphis, donc on a tous une imagerie de cette époque-là, puisque ça a été documenté assez bien par les télévisions, une imagerie notamment à Paris, d'étudiants qui prennent des cours, vous savez, dans des amphis bondés, voilà, ce qui n'était pas tout à fait le cas lors de la première explosion scolaire, et puis un plan d'État qui accompagne cette seconde explosion scolaire, qui s'appelle le plan Université 2000, qui fait sans doute aujourd'hui un peu défaut. Aujourd'hui. Ces deux explosions scolaires, aujourd'hui, trouvent ce qu'on appelle se trouvent dans un moment critique. On est dans un moment où il y a une réplique de la seconde explosion scolaire. Nous, on va défendre l'idée qu'il n'y a évidemment pas de troisième explosion scolaire, mais il y a une réplique, comme un tremblement, qui se traduit, en fait, par le fait que la part de bacheliers dans une génération est passée un peu soudainement, et à la faveur de petites réformes passées inaperçues,
de 66% d'une classe d'âge au début des années 2000 à 80% aux alentours de 2015. Cette modification démographique est à la fois le fait d'une transformation des stratégies éducatives des familles, mais elle est aussi le produit d'une réforme. D'une part, en 2005, le gouvernement Fillon entérine l'objectif de 50% d'une classe d'âge diplômée de l'enseignement supérieur. C'est la loi Fillon de 2005. Puis, en 2015, la STRANES, la stratégie nationale pour l'éducation, enfin l'enseignement supérieur, pousse ce taux à 60% d'une classe d'âge qui doit être diplômée de l'enseignement supérieur, dont 50% à la licence. Et donc même l'État, en fait, a essayé d'accompagner, du moins jusqu'en 2015, et on pourrait dire même l'État, dans ses gouvernements les plus conservateurs, enfin, du moins libéraux et conservateurs, a accompagné l'expansion scolaire. Tout ceci est à avoir en tête parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire le sens des limites scolaires dans l'enseignement supérieur ne concerne plus que les filières élitistes pour les classes populaires. C'est Paul Pasquali qui le montre assez bien. Les bacheliers d'origine populaire aujourd'hui ne se censurent plus vraiment pour les études supérieures, l'université, les STS, on va y revenir, mais plutôt pour les classes préparatoires. Là, il y a encore un verrou qui existe là. Donc ça, c'est la banalisation des études universitaires. Et dans le même mouvement, on a ce que Baudelot et Establet appelaient en 2009, à l'issue des enquêtes PISA, une tolérance très forte de l'école française aux inégalités sociales et aux inégalités d'apprentissage. Et celle-ci, elle est repérable assez rapidement, d'une part par un maintien puissant de l'éviction scolaire des enfants des classes populaires de l'enseignement secondaire, à l'issue de l'enseignement secondaire, mais surtout par la relégation de ces enfants des classes populaires dans une série de filières qui sont dépréciées, où les savoirs généraux sont moins enseignés. Alors on le voit très bien, voilà, j'ai mis quelques références, mais par le biais de l'orientation très puissante des enfants des milieux populaires vers la voie professionnelle, qui ne se fait pas, comment dire, de façon indolore, on pourrait dire, qui se fait toujours sur la base de résultats scolaires défaillants, d'une socialisation scolaire inachevée, et aussi parfois sur la base de recommandations très fortes des conseils de classe, enfin des conseils d'orientation. Et deuxièmement, ça c'est moins connu, je pense, ça c'est vraiment un résultat qui est très connu des spécialistes, mais qui est moins connu, je pense, en dehors, c'est un creusement des inégalités d'apprentissage au fil du temps, selon les milieux sociaux. On avait montré, depuis les découvertes de l'INED et puis de Bourdieu et Passeron dans les années 60, qu'un des déterminants les plus puissants des inégalités scolaires en France, c'est le capital culturel des parents, qu'on approche par le diplôme, mais qui est un rapport plus général à la culture légitime. Il se trouve que, au-delà de ce constat-là, qui reste valable aujourd'hui, plusieurs auteurs ont documenté récemment le fait que les inégalités scolaires, celles d'apprentissage, aujourd'hui en France se creusent au fil du temps. Ça veut dire qu'à valeur scolaire donnée, aujourd'hui, en 6e, moi, j'ai de plus en plus de mal en tant que statisticien de prédire la valeur scolaire à l'issue de la terminale, plus particulièrement pour les enfants des milieux populaires. Voilà aujourd'hui le fonctionnement de l'école de classe à la française, on pourrait dire. C'est un fonctionnement qui est bien sûr, qui a une histoire, mais qui a des formes un peu renouvelées. Alors le plan, j'irai assez vite parce que là je vous ai dit déjà beaucoup de choses, c'est celui du livre avec un premier chapitre que je vais enjamber parce que je crois qu'il est ici, il fait partie de la culture générale de ce séminaire, qui revient sur, on pourrait dire, les grandes transformations institutionnelles de l'enseignement supérieur. Donc voilà, il y a ce premier chapitre. Et donc je vais d'abord revenir sur la conquête d'un nouveau seuil scolaire par les classes populaires, puis je reviendrai sur l'enjeu à quantifier aujourd'hui les ruptures universitaires, c'est-à-dire les sorties sans diplôme de l'enseignement supérieur et particulièrement les sorties sans diplôme de l'université. Enfin, dans un troisième moment, je reviendrai sur les manières variées en fait aujourd'hui d'être licencié, qui sont très hiérarchisées socialement et scolairement. Et puis je reviendrai dans le dernier chapitre sur qu'est-ce qui se passe après la licence en ce moment et la déstabilisation totale d'un mode historique d'accès à l'emploi. Cet ouvrage se fonde sur l'exploitation secondaire d'enquêtes de la statistique publique, qui sont des enquêtes menées par des institutions, le ministère de l'Éducation nationale par exemple, l'Observatoire de la vie étudiante, mais aussi par exemple l'INSEE pour les enquêtes emploi que j'ai exploitées. Ce ne sont, je le dis ici, pas du tout des enquêtes, des données administratives comme Julien vous les a présentées, ce sont des données d'enquête issues d'échantillons produits par des statisticiens publics, des outils de connaissance des inégalités qui nous sont vraiment fortement enviés à l'étranger. Dès qu'on va à l'étranger, tout le monde n'a pas ces sources-là de connaissance des inégalités scolaires.
Une des sources qu'on surexploite, je pense, dans l'ouvrage, je le fais ici parce que c'est vraiment de la pédagogie, ce sont les panels de suivi des élèves qui entrent en sixième. Ces panels sont une des sources historiques par lesquelles la France a pris conscience d'un système scolaire profondément inégal dans les années 60. Ils sont reconduits dans le temps. Celui qu'on exploite particulièrement, c'est le panel des élèves entrés en sixième en 95, qui ont donc obtenu leur bac entre 2002 et 2006, d'accord, et qui ont été diplômés de l'université au début des années 2010. Pourquoi on exploite particulièrement ce panel? D'une part, parce que c'est celui qui est le plus facilement accessible aux chercheurs aujourd'hui gratuitement, je reviendrai là-dessus, et d'autre part parce qu'il suit dans le temps, année après année, des élèves tirés au sort, de façon aléatoire, dans le système éducatif français, et que cette connaissance, on pourrait dire administrative, mais par enquête, de la trajectoire scolaire des élèves, est complétée par 2 séries d'enquêtes, des enquêtes famille, qui sont faites 3 ans après leur entrée en sixième. Donc il y a un enquêteur qui va dans la famille, qui passe un questionnaire sur les appréciations subjectives, les aspirations, et un questionnaire qui est passé à l'élève quelques années plus tard encore. Quand ces élèves arrivent dans l'enseignement supérieur, ils continuent d'être suivis jusqu'à la fin de leur scolarité, ce qui donne à ce panel une profondeur historique. On les suit jusqu'à 9 ans après leur entrée, après leur baccalauréat. Et pourquoi, nous, c'est une source qui nous paraît centrale à défendre en France? Parce que ce panel lie une connaissance des trajectoires très fines avec les résultats aux évaluations nationales de français et de mathématiques, qui sont dans le livre un des grands déterminants des inégalités scolaires dans l'enseignement supérieur. Cette source, je le dis aussi aujourd'hui, elle a été reconduite, le panel 2007, des élèves entrés en 2007, qui ont grosso modo obtenu leur bac en 2014, mais elle n'est plus accessible par le même biais. Historiquement, les chercheurs comme moi ont accès à ces données publiques par le réseau Quetelet, c'est-à-dire de façon gratuite, après un petit projet et une évaluation sommaire du fait que je vais respecter l'ensemble du droit en matière de statistique. Et aujourd'hui, le ministère, faute de moyens, je crois, enfin du moins c'est ce qu'ils nous ont dit, le SIES, a décidé de rendre accessible ce panel uniquement par ce qu'on appelle le CASD. Le CASD, c'est un outil d'accès aux données sensibles. Je donne un exemple toujours caricatural, mais si vous voulez apparier des données fiscales et des données de santé, aujourd'hui en France, c'est possible, mais il va falloir passer devant le CASD, il va falloir payer une box, une boîte, assez chère, c'était financé par un IDEX, c'est important de dire ça ici, qui est fini. Et ce CASD, d'une part, il a un équipement informatique, mais surtout, derrière lui, il ne permet pas, cette boîte, d'avoir des rendus de statistiques comme moi je les ai sur mon ordinateur, je fais toujours des graphiques dans le train, partout. Ça ne marche pas comme ça avec le CASD, vous soumettez un programme dont la légalité est vérifiée souvent par un administrateur INSEE, dans le cadre du droit au secret statistique. Et si le programme est conforme, là, vous avez le droit d'avoir votre rendu. Ça coûte énormément d'argent. D'une part, si je devais le financer aujourd'hui, il faudrait que je trouve des moyens. Mais le ministère nous a appris qu'en tout cas, le SIES, que donner ce panel via le réseau Quetelet, c'était aussi pour lui devoir le préparer et consacrer beaucoup d'heures à normaliser cette source, ce qu'ils ne font plus aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus les moyens. Donc voilà, dans le cadre d'un séminaire de politique des sciences, je pense que c'est important de dire aujourd'hui les difficultés qu'on a, nous, enfin qu'on va avoir, voilà, puisque ça s'est posé très concrètement. On voulait un peu prolonger le livre avec ce panel 2007, et on voulait le télécharger rapidement, et dans le cadre d'une présentation comme ça, dire, ah bah regardez, on a fait un nouveau tableau, et c'est pas possible en fait, c'est pas possible, il faut qu'on trouve de l'argent pour faire ça. Je vais aller plus vite. Le projet, c'est quand même de faire une quantification critique, c'est-à-dire exactement, je pense à quoi les exposés d'aujourd'hui poussent, c'est-à-dire à produire nous-mêmes nos indicateurs, mais sur la base de variables sociologiques, je suis désolé pour les autres, c'est-à-dire des variables qui expliquent les inégalités scolaires par la classe d'origine, la classe sociale, le genre, la trajectoire migratoire, et surtout le parcours scolaire en lui-même. Ce livre s'appuie sur une série d'enquêtes, et aussi sur l'usage ponctuel de 3 enquêtes de terrain. Donc ma thèse, voilà, que j'avais faite sur les étudiantes des milieux populaires qui sont engagés à l'université, des monographies familiales collectées dans le cadre d'une ANR qui s'appelle ANR Class Pop, et puis des données de l'adresse que Tristan a exploité avec Vanessa Pinto. Voilà, je crois que j'ai vraiment rendu âme à tout ce qui... Voilà, c'est pour ça que c'est un livre de synthèse. Alors, le premier chapitre, je vais aller vite, mais ce qu'il faut retenir de ce point, c'est que
longtemps, en France, on a présenté, ou du moins peut-être la culture générale de la scolarisation en France, dépeint les classes populaires comme éloignées de l'école, ou du moins retranchées, si on reprend les termes de Claude Grignon dans les années 60, les classes populaires étaient retranchées de l'école, c'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, les aspirations scolaires se sont fortement diffusées dans les familles ouvrières et les familles d'employés, au point qu'on nous, on est capable de dire que 9 familles ouvrières sur 10 souhaitent que leur enfant atteigne le bac aujourd'hui. Donc aujourd'hui, dans les familles ouvrières, ce sont seules des difficultés scolaires très précoces qui empêchent à ces aspirations d'être formulées dans le cadre d'un questionnaire. Encore une fois, dans le cadre d'un questionnaire. À la fin des années 90, on avait même la moitié des membres des classes populaires qui déclaraient que leur enfant puisse suivre ses études au-delà des 20 ans. Et en début 2010, on a comparé ces panels-là, justement, et c'était encore un peu plus nombreuses, ça a pris 8 points, on est presque à 6 familles des classes populaires sur 10. Malgré tout, je dois dire en même temps que cette progression des aspirations scolaires des classes populaires, elle est marquée aussi par un maintien des inégalités d'aspiration, puisque les familles des classes moyennes et des dominantes continuent, elles, de voir aussi leurs aspirations scolaires fortement augmenter. Oui, merci, j'ai oublié de... Voilà. Il y a donc un point qui est assez peu contestable, c'est qu'on a un tournant historique dans la culture populaire, une culture populaire qui était hier marquée comme distante de l'école, c'est sans doute aujourd'hui approprier une partie des enjeux scolaires, et notamment l'aspiration à voir leurs enfants poursuivre leurs études au-delà. Pourtant, alors je vais passer un peu rapidement, mais les croyances dans le diplôme dans les classes populaires ne sont pas uniformes. Lorsqu'on regarde le monde des classes populaires, c'est-à-dire celui des ouvriers et des employés, il y a des fortes différences. Alors pour les bacheliers eux-mêmes, aujourd'hui, même quand ils sont d'origine ouvrière, la plupart déclarent dans l'enquête à vouloir accéder à un bac plus 3. Ça, c'est assez net. Et même le bac plus 5 récemment, là, ça c'est l'enquête de l'OVE, donc une enquête assez récente de 2020, ou de 2016, pardon. Le bac plus 5 s'impose aujourd'hui dans la représentation des étudiants et des bacheliers comme le standard à obtenir au début de leurs études. Ça ne se passe pas pour tout le monde de la même façon. Si on compare ces aspirations aux scolarités réelles, il faut regarder les choses un peu dans le détail. Ici, vous avez deux graphiques qui sont des graphiques cohortaux, c'est-à-dire qu'en abscisse, vous avez des années de naissance, d'accord ? Pas des années d'enquête, c'est-à-dire être né entre 60 et 64. À gauche, ça concerne les enfants d'ouvriers et d'employés, et à droite, les enfants des classes dominantes, les enfants de cadres supérieurs. Cette appropriation de l'enjeu scolaire, ces fortes aspirations, se sont traduites par une élévation des destins scolaires vers les diplômes de l'enseignement supérieur dans les classes populaires. Aujourd'hui, on a, pour les générations les plus récentes, à peu près 30% des enfants issus d'ouvriers ou d'employés qui accèdent à un diplôme au moins supérieur au bac plus 2. Mais c'est sans commune mesure avec les scolarités réelles des enfants des cadres supérieurs qui sont matérialisés à droite. C'est important, malgré tout, de passer un peu de temps sur ce graphique parce qu'il montre qu'il y a deux destins scolaires. Une fois qu'on est bachelier dans l'enseignement supérieur, c'est les STS et les diplômes universitaires, très très peu les autres. Et d'autre part qu'aujourd'hui, la petite courbe que vous voyez, c'est la proportion de titulaires d'un CAP ou d'un BEP qui s'est un peu effondrée. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la part de diplômés de l'enseignement supérieur dans les classes populaires, elle est supérieure à la part des enfants d'ouvriers et d'employés qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur est plus élevée que celle qui sont titulaires d'un CAP-BEP. C'est un point important pour témoigner de cette transformation de la culture ouvrière et populaire. Malgré tout, ce graphique, en fait, quand on est sociologue, on comprend ensuite tout de suite derrière. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a une forte diversité des destins scolaires faits dans les classes populaires, qu'au sein d'une fratrie, moi je les ai enquêtés, vous avez des destins scolaires qui cohabitent, qui sont totalement différents. Et ce n'est pas le cas dans les classes dominantes, où pour le coup, il y a un modèle, qui est celui de l'accès uniforme, et continu d'ailleurs, enfin linéaire, à un diplôme de l'enseignement supérieur. Autre point qu'on développe dans le livre, sur lequel je vais passer rapidement, mais l'appropriation de ces scolarités supérieures dans les classes populaires, elles sont passées par les filles. Si vous avez refait le même graphique, là vous avez filles et garçons pour les filles, c'est plus de 4 filles d'ouvriers et d'employés sur 10 qui sont aujourd'hui titulaires d'un bac plus 2. Et c'est bien moins pour les garçons, c'est 22%. Quand je vous ai dit la conquête d'un nouveau seuil scolaire, elle n'est pas uniforme non plus dans les classes populaires, ici vous avez deux camemberts qui témoignent de deux configurations familiales qui sont assez classiques dans les classes populaires. À gauche, vous avez une configuration familiale où le père est ouvrier qualifié de type industriel, donc un ouvrier qualifié de l'industrie. Et puis une mère employée administrative d'entreprise, sont plutôt des emplois qualifiés
de bureaux, où il y a beaucoup de mères diplômées, de femmes diplômées, souvent titulaires du bac, voire plus. Et ici, vous voyez que pour leurs enfants, la part des diplômés, c'est-à-dire titulaires d'un BTS, d'un bac plus 3 ou plus, ou voire d'un autre diplôme de bac plus 2, est quasiment égale à 37 ou 40%. C'est-à-dire, dans les familles populaires, dans le haut, dans les fractions les plus stables des classes populaires, l'enjeu scolaire, il s'est concrétisé par des vraies trajectoires scolaires à la hausse. Et ce n'est pas tout à fait le cas dans les fractions les plus déstabilisées des classes populaires. Alors là, j'ai pris un exemple d'une configuration familiale assez répandue quand même, que sont les pères non qualifiés de type industriel et les mères qui ne travaillent pas, qui sont inactives au moment de l'enquête, où là, la part des destins scolaires supérieurs au bac plus 2 dépasse à peine le quart des enfants. Et où on voit l'emprise encore très forte des diplômes historiques de la culture ouvrière, des CAP, des BEP. Donc, je vous ai dit, les destins scolaires des enfants sont très diversifiés dans les classes populaires, mais en fonction des configurations familiales, elles sont aussi très différentes. Cette appropriation de l'enjeu scolaire, dans les 15 dernières années, il s'est fait à travers des bouleversements institutionnels forts. Voilà, en 2007, on avait 85 universités et un peu plus de 2 500 000 étudiants, qui étaient très majoritairement en licence. 10 ans plus tard, on a moins de 60 universités, et puis surtout des effectifs étudiants qui explosent dans des conditions budgétaires très dégradées, puisque le budget par étudiant baisse de 12%. Ce sont les fameux graphiques de Lucas Chancel, mis à jour tous les ans à la faveur du PLF. Dans ce contexte-là, s'est imposé aujourd'hui Parcoursup. Alors dans le livre, on revient sur l'histoire de Parcoursup, mais on le réinscrit dans l'histoire des nombreux processus de sélection des publics étudiants qui se sont diffusés à l'université. Je rappelle juste ce point important, et c'est un livre qu'on adore lire, dont on adore parler longuement, qui s'appelle La hantise du nombre, qui est un livre de Marc-Olivier Desplaudes, qui gagnerait à être vraiment invité ici, je peux vraiment être discuté avec vous. C'est un livre qui revient sur l'imposition du numerus clausus 3 ans à peine après mai 68, puisque le numerus clausus en médecine s'est fait en France en 71-72, et à la faveur de la mobilisation d'une partie des médecins, des PUPH, les plus conservateurs, qui justement avaient apprécié mai 68 sans doute assez différemment des sociologues de l'époque. Donc on replace Parcoursup dans cette généralisation, hein. Il y a un moment de tension quand même, on l'a un peu oublié, autour du master, sous le gouvernement Hollande, où d'un seul coup le master est de droit pour les étudiants en master 1, mais pouf, au niveau du master 2, il n'est plus aussi systématique qu'avant, ce qui donne des situations assez folles dans les masters en tension. Alors nous, ceux qu'on connaît le plus, ce sont les masters de psychologie, où des étudiants ou des étudiantes notamment ont un master 1 de psychologie, mais ne peuvent pas accéder au master 2 parce que d'un seul coup, l'effet se ferme. Pareil pour les masters de droit. Et donc, Parcoursup fait suite aussi aux tirages illégaux d'APB, je ne reviens pas sur cette histoire, et au moins formellement, du moins tel qu'il est présenté dans le champ politique, il va gérer une hausse de la démographie étudiante au moment d'une austérité budgétaire. C'est sans doute ça qui a gagné, et j'ai pour moi un texte de Collinero, enfin qu'est-ce qui me fait plaider pour cette hypothèse, c'est un texte de Collinero qui revient sur le moment où les indicateurs ont été discutés justement entre le ministère de l'Enseignement supérieur et Bercy, et où Bercy fait tout son possible pour faire en sorte que l'austérité budgétaire ne soit pas affectée, on pourrait dire. Voilà. Dans ce système-là, bien sûr, les inégalités d'accès au bac selon l'origine sociale et les inégalités d'accès aux filières souhaitées ne vont pas toucher également tous les publics de bacheliers. Alors voilà à quoi ressemble en fait l'espace de l'enseignement supérieur, c'est comme ça que les sociologues l'appellent. L'espace de l'enseignement supérieur en France, pour ceux qui s'y présentent, il est relativement illisible. Vous avez beaucoup d'institutions, avec des guichets différents, des temporalités qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors quand vous devez présenter ce système à l'étranger, vraiment c'est un vrai défi pour les systèmes qui n'ont pas été, pour le coup, démocratisés. Là, vous avez la part des étudiants d'origine populaire selon les filières. Donc il se lit très facilement, en fait, ce diagramme, c'est-à-dire que je vais prendre les IUT. Sur 100 étudiants inscrits en IUT, 25 sont issus des classes dominantes, 40, là, dans le graphique ici, sont issus des classes populaires, pardon. Voilà, ça c'est l'axe des abscisses. Mais sur 100 étudiants issus des classes populaires, 2 seulement sont inscrits en IUT. Si je vous montre ce graphique, c'est pour vous montrer que les filières les plus sélectives concernent assez peu, en fait, les étudiants des classes populaires. Les STS qu'on associe tous mentalement très fortement aux étudiants des classes populaires concernent finalement assez peu en nombre les trajectoires des étudiants d'origine populaire, qui ne sont pas très hauts sur l'axe des ordonnées. Le gros des institutions qui forment les étudiants
qui ont des parents ouvriers ou employés en France, ce sont les filières de lettres, SHS, de droit, d'éco et de sciences. Voilà, ces 3 gros ronds centraux, là, ils représentent 54% des étudiants des milieux populaires. L'abscisse, c'est quoi? L'abscisse, c'est la part des étudiants d'origine populaire dans une formation. D'accord? Et l'ordonnée, c'est la part d'une formation dans les classes populaires. C'est la même information, mais lue en ligne et en colonne. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête parce qu'il faut comprendre que c'est dans les premiers cycles universitaires que se joue la formation intellectuelle et l'accueil des étudiants des classes populaires. L'abscisse, c'est quoi? C'est la part des étudiants dans une formation. Dans une formation. Et qui viennent des classes populaires. Alors là, il y a un champ, il y a un effet de champ, ce sont les étudiants des milieux populaires. Et l'ordonnée, c'est la part de ceux qui viennent. La part de la formation parmi les étudiants. Ça va? C'est le même avec les étudiants des classes dominantes. Vous allez voir que d'un seul coup, ça rend le truc intuitif, en fait. C'est que les institutions les plus sélectives, les études de santé, les écoles de commerce et d'ingénieurs, mais même les classes prépa, elles vont cumuler une part importante des destins des enfants des classes dominantes, au point que ces seules institutions, la santé, commerce, ingénieurs et classes prépa, concernent plus de la moitié des inscriptions des classes dominantes et qu'elles sont au cœur aujourd'hui des stratégies de reproduction des classes dominantes. C'était pas aussi net que ça il y a quelques années. Non, il y avait un peu plus de jeux, notamment dans l'évitement universitaire, ou le fait de choisir à l'université certaines disciplines. Ce chapitre, il est là pour rappeler le rôle clé des études universitaires et des premiers cycles universitaires dans l'accueil de ce qu'on a appelé les nouveaux publics des universités, les étudiants, les bacheliers, dont les parents sont ouvriers et employés. Mais il y a un point qui est important à traiter, ou du moins qui nous a semblé essentiel à traiter, c'est la question de ce que nous on appelle des ruptures universitaires, qui a été rapidement, sommairement dans le champ politique, rassemblée autour de la question de l'échec, et qui a vu aussi des sociologues prendre part au débat public. Et donc dans ce débat public-là, nous on a eu un souci de clarification, en tout cas, d'une part des indicateurs retenus et de ce qu'on pouvait en dire, et d'essayer aussi de proposer une quantification qui soit satisfaisante d'un point de vue sociologique de ces ruptures universitaires. Alors d'une part, pour nous, derrière l'idée qu'il y aurait toujours eu des interruptions d'études à l'université, il semble pour nous que la comparaison historique entre notamment les années 70 et aujourd'hui doivent être revues, parce que les interruptions d'études universitaires changent complètement d'échelle et de sens dans les années 2000. D'une part, ces interruptions d'études arrivent dans une institution qui a profondément transformé ses règles de validation des connaissances et à la baisse. C'est-à-dire que les capacités à moduler les savoirs choisis pour être validés une année ou à compenser les modules entre eux sont aujourd'hui infinies par rapport à ce qu'ont connu les étudiants de la seconde expérience scolaire au sortir des années 90. Donc on refait la liste des modifications réglementaires qui ont permis aux étudiants, la semestrialisation, puis la compensation entre puis entre modules, voilà. Donc d'une part, interrompre ces études dans un système qui fait en sorte que vous ayez votre année, ça ne peut pas avoir le même sens que dans un système qui est profondément fait pour vous évincer. Deuxièmement, ces interruptions d'études se passent dans un moment accru de concurrence dans l'accès aux emplois qualifiés. Ce qui fait que le fait de sortir de l'université non qualifiée est un peu disqualifiant aujourd'hui sur le marché privé de l'emploi. Troisièmement, alors là c'est particulièrement le cas avec la loi OR, aujourd'hui les universités elles-mêmes prétendent lutter contre l'échec à l'université. Et donc interrompre ces études à l'université alors même que l'institution a prétendu tout faire, et notamment avec ces dispositifs WICI, pour vous permettre d'être diplômé, ça ne peut pas avoir le même sens que lorsqu'on est diplômé, lorsqu'on interrompt ses études dans les années 70. Donc on ne peut pas exactement comparer ces interruptions d'études des années 2000 à celles des années 70. Et donc, on n'est pas non plus d'accord, nous, pour qualifier ces études forcément d'échec. Rater sa L1, ça ne veut pas dire être forcément en échec, il peut y avoir des réorientations. Et donc c'est pour ça qu'on reprend la notion de rupture, qui était au départ la notion de rupture scolaire, et nous on les appelle les ruptures universitaires, pour les regarder dans le temps. Et c'est ici où les sources qu'on utilise, notamment le panel, va nous être très utile. Alors au passage, quand même, on égratigne un peu le PRL. D'abord rappeler que le plan de réussite en licence qui a accompagné la LRU est le dernier grand plan quand même qu'on a eu de financement des universités, 730 millions d'euros. Il faut avoir ces éléments de chiffrage en tête
Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un ou une présidente d'université qui refuserait, enfin, je veux dire, même dans les universités de la démocratisation, un plan comme ça. Hein. Je veux dire, on aurait besoin de ça, au minimum. Et il se donnait l'objectif de diviser par 2 l'échec en licence, et c'est lui qui a imposé l'indicateur de passage de L1 en L2 dans la politique éducative. Bon, alors en fait, ce PRL n'a pas eu d'effet, ou du moins pas sur la réussite et pas sur le passage de L1 en L2, c'est-à-dire qu'à la lumière de son propre indicateur, il ne marche pas très bien. Et donc ça, on a oublié de le rappeler. Alors c'est pas surprenant, parce que le PRL a en partie, et c'est la Cour des comptes qui le dit, été détourné de son objectif, puisqu'il n'a pas servi à alimenter des heures d'enseignement, mais plutôt à justement rendre solvable, je crois, c'était un moment d'austérité assez fort, enfin de première austérité, c'était le passage au RCE, donc il n'a pas servi à la réussite étudiante. Alors nous, on met les pieds dans le plat et on essaye de quantifier l'échec, et donc l'article de 2018 dans Économie et Statistique était un premier moment où justement on avait mis en avant que face aux propos de Frédéric Vidal, qu'il y avait 60% d'échecs en licence, nous on défendait l'idée qu'il y avait 61% de ceux qui étaient rentrés dans l'enseignement supérieur au début des années 2000 et qui avaient commencé par un premier cycle universitaire, qui sortaient ensuite titulaires d'une licence. Voilà. Ça, c'est le chiffre que nous, on défend, en s'appuyant sur le panel, justement, de suivi des élèves. Bon, ça veut dire aussi qu'il y en a une partie, voilà, en dehors de ces 39%, qui rentrent à l'université et qui ne sortent pas titulaires d'une licence. Alors on va voir, parmi eux, il y en a une partie qui sort diplômée, mais ce n'est pas la plus nombreuse. Les réorientations réussies, c'est à peu près 10% des étudiants. Et une partie importante, 28% aujourd'hui, c'était 20% enfin, voilà, dans les années 2000 et 28%, rentre à l'université et sort aujourd'hui sans diplôme de l'enseignement supérieur 6 ou 7 ans après. Donc ce n'est pas les 60% d'échecs, mais ce n'est pas non plus complètement satisfaisant pour eux. Alors l'effet de Parcoursup dans tout ça, pour le moment, ce qu'on est capable de quantifier, là aussi grâce aux données administratives transmises copyright Julien Gossa et Hugo Harari-Kermadec, c'est des effets de polarisation territoriale et disciplinaire qu'on a du mal à mesurer de façon conjuguée pour le moment. Enfin, on essaye de s'y atteler avec Hugo Harari-Kermadec, mais ce n'est pas encore tout à fait... voilà, c'est un projet. D'une part, la part des bacheliers professionnels et technologiques baisse plus nettement dans certaines disciplines que d'autres, par exemple en STAPS. La part des bacheliers généraux augmente dans certaines disciplines, par exemple en STAPS. Idem pour la part des bacheliers généraux mentionnés. Et puis, il y a des universités qui voient aussi, alors ça marche très bien à Paris, parce qu'à Paris, il y a un petit effet de concurrence locale, il y a une offre universitaire qui est dense. Voilà, il y a des universités qui gagnent des bacheliers mentionnés. Donc Paris 1 gagne 12 points de bac mentionnés, là où Évry en perd 5. Donc vous voyez que voilà, ça, c'est le petit effet Parcoursup. On conteste aussi, dans ce chapitre, l'idée que les étudiants qui sortent sans diplôme de l'enseignement supérieur étaient des étudiants par défaut, puisqu'en tout cas dans les enquêtes, au moment où ils s'inscrivent à l'université, ils témoignent d'une aspiration forte au diplôme et à sortir diplômé. Alors au final, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la majorité des étudiants qui sont rentrés à l'université et qui ont été marqués par une rupture universitaire, c'est-à-dire qui sont sortis sans diplôme de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire de tout l'enseignement supérieur 7 ou 8 ans après, avaient essayé de refaire une première année à l'université, 42%, dans la même spécialité disciplinaire ou dans une autre, et une petite partie même a été admise en L2, sans doute à la faveur des admis, des AJAC, les admis à composer de façon différée. J'ai oublié l'acronyme, pardon. Et quand on essaye d'expliquer ces sorties sans diplôme de l'enseignement supérieur, ce qui arrive, voilà, dans tous les modèles statistiques qu'on a tentés, c'est pas le travail en cours d'études, ça a été une vraie surprise, ce n'est pas forcément l'origine sociale, c'est plutôt que tout ça se combine, et c'est en fait le résultat aux évaluations nationales de 6e, en maths et en français, qui détermine le plus nettement la probabilité de sortir sans diplôme de l'enseignement supérieur. Alors ce graphique, il rappelle ceci parce que on nous a parfois opposé, à Tristan et à moi, le fait qu'il y avait aussi de l'abandon en classe préparatoire aux grandes écoles. Alors on connaît cet abandon, mais il se solde rarement par une sortie sans diplôme de l'enseignement supérieur. Et on le voit ici, hein, voilà, les classes préparatoires peuvent avoir des situations d'abandon. On peut abandonner sa prépa au bout d'1 an, au bout de 2 ans, ne pas avoir de concours, mais par contre on sait que quand on arrête sa classe prépa, on sort grosso modo au minimum avec une licence.
Ce qu'on oublie aussi assez souvent, c'est de se penser que ce sont les sections de techniciens supérieurs qui ont les taux de sortie sans diplôme les plus élevés, formation qui coûte quand même relativement cher à l'État aujourd'hui, hein, dont le CAE nous a permis de quantifier vraiment ce qu'il coûtait. Et dans ce petit jeu, les filières universitaires qui sont souvent stigmatisées sont plutôt dans une situation intermédiaire, et vu le niveau de financement et l'accueil des publics qu'on a, on pourrait tous se dire que c'est globalement honorable. Malgré tout, il y a des fortes diversités entre les disciplines, et surtout, ce qui est en train de se passer, et ce qu'on essaye de documenter, c'est qu'on a une hausse probable de ces ruptures universitaires depuis le début des années 2000. On a une série d'indicateurs, hein, voilà, nous, on n'est pas forcément lié à un seul indicateur, mais tous les indicateurs tendent à nous montrer que ces sorties sans diplôme augmentent avec l'arrivée de cette nouvelle réplique de la seconde explosion scolaire dans les premiers cycles universitaires. Et bien sûr, ce qui est important à retenir dans cette diapo, c'est que ces ruptures universitaires, elles ne sont pas neutres socialement. Elles concernent au premier titre les étudiants d'origine populaire. Ça concerne 37% des enfants d'ouvriers qui sortent non diplômés, contre 14% des enfants de cadre. Bien sûr, pourquoi ça concerne en premier lieu les enfants d'ouvriers? Parce que les parcours scolaires qu'ils ont eus dans le secondaire sont ceux qui leur permettent d'être le moins rentables dans l'enseignement supérieur. Avant-dernier chapitre, et après je vous laisse. Le chapitre 3 revient sur comment aujourd'hui, ou comment l'université permet à certains étudiants d'accéder à la licence. Eh bien, on a essayé de caractériser dans ce chapitre la sélectivité scolaire de la licence et sa sélectivité économique, parce que c'est un point souvent moins connu de la sociologie de l'éducation, les effets matériels voilà, sur la poursuite d'études. Alors, je vais rappeler un chiffre seulement, mais une des fonctions des premiers cycles, c'est justement d'éliminer les élèves les plus faibles scolairement. Et ça se traduit par le fait qu'en fait, on a seulement 15% des licenciés qui sont entrés en 6e en figurant parmi la moitié des élèves les moins performants en maths et en français. Donc ça veut dire que, en fait, quand on nous dit aujourd'hui que ceux qui sortent avec une licence, c'est pas des bons élèves, vous voyez, on a quand même 85% des élèves qui sont licenciés, des étudiants qui sont licenciés de nos diplômes, hein, qui étaient en 6e des élèves pour qui la scolarité élémentaire s'était globalement bien passée dans les apprentissages élémentaires. Mais par contre, on doit aussi admettre qu'il y a un effet sans doute de polarisation disciplinaire et scolaire qui est en train de se jouer dans la licence et qui sera sans doute accentué dans l'université qui vient. Il va y avoir des licences et des formations qui vont devenir de plus en plus populaires, elles le sont déjà, mais sans doute elles vont se renforcer, et elles vont être sans doute aussi le lieu où les fragilités scolaires vont être les plus palpables. Alors, je vous fais rapidement le topo sur les 5 parcours, mais il y en a 3 qui sont majoritairement le fait de femmes, des étudiantes. Ce sont les parcours les plus, les plus brillants scolairement. Voilà, les filles sont, voilà, un fait documenté par la sociologie de l'éducation, c'est que les filles sont, depuis quasiment 1971, systématiquement et partout plus performantes que les garçons en France, y compris dans ce qu'on croit être des matières ou des enseignements peu féminins, donc y compris en mathématiques, et en mathématiques y compris dans les résultats de manipulation d'objets dans l'espace. Enfin, voilà, elles sont plus fortes. Et ça se voit dans les premiers cycles. Voilà, dans ces 5 parcours, les parcours qu'on connaît le plus, et ceux qui sont nos étudiants les plus classiques qui restent, ce sont ces fameux parcours honorables de bacheliers généraux, qui sont arrivés en licence après un bac général globalement à l'heure. On a aussi, alors particulièrement dans certaines disciplines, plutôt en sciences sociales, et parfois aussi en sciences, je pense en mathématiques, des parcours d'étudiants de l'entre-deux, qui se sont accrochés scolairement, qui ont obtenu parfois un bac général, mais en retard d'une année, ce qui témoigne sans doute d'une petite fragilité scolaire. Et bien sûr, les parcours des héritiers et des héritières identifiés par Bourdieu et Passeron dans les années 60 représentent aujourd'hui seulement 8% des licenciés, ce sont quasi toutes des femmes. Et en bas, on a plutôt des parcours de rescapés de l'enseignement technologique, qui sont des parcours d'étudiants, qui sont passés par un bac techno et qui, à la faveur d'une poursuite d'études un peu plus chaotique, ont accroché parfois une licence professionnelle. Derrière ces parcours, il y a des variables sociologiques très lourdes qu'on connaît, nous, qui sont les variables d'origine sociale, d'origine migratoire et de genre. Mais en fait, le plus important, quand on modélise cette réussite, l'accès à la licence, c'est la force des premiers apprentissages scolaires. Alors, c'est compliqué cette question du niveau, en fait, des élèves et de la force de ces apprentissages et de leurs conséquences dans l'enseignement supérieur, parce qu'aujourd'hui, elle est
entouré d'une sorte de vulgate sur la baisse du niveau. Ça, c'est Todd, notamment, qui parle d'un effondrement intellectuel et qui serait dû, je sais pas quoi, à un manque de contrôle des écrans. Enfin, bon, on croit un peu rêver quand on lit ça. Mais c'est une question assez ancienne de la sociologie de l'éducation qui avait été documentée par Bourdieu et Passeron, qui avait montré que dans le système des années 60, les enfants des milieux populaires étaient plus performants au bac que les enfants des classes dominantes. Et c'était la preuve pour lui qu'il y avait une autonomie du système scolaire dans la sélection. C'était pas qu'un système de sélection sociale, c'est qu'il produisait des élèves qui étaient plus performants scolairement. Or, le premier à l'avoir documenté, ce nouveau régime de sélection scolaire, c'est Bernard Convert, juste sur l'Académie de Lille, qui montre qu'au tournant des années 2000, les étudiants d'origine populaire de cette académie sont moins sélectionnés scolairement que ceux des classes moyennes et supérieures. Donc il y a eu un petit truc qui s'est passé entre ce qu'on sait des années 60 et aujourd'hui. Alors une partie de la solution, on l'aborde en conclusion, c'est quand même de se dire que l'origine sociale, ça pèse énormément dans la poursuite d'études, mais que les enfants des milieux populaires, quand ils ont un bac général à l'heure et mentionné, ils ont globalement les mêmes parcours que ceux des classes dominantes. Et c'est là un levier d'action politique, je pense, important. De se dire que des bons apprentissages élémentaires, notamment dans les classes populaires, ça a des effets assez durables sur les parcours scolaires. Alors je vous l'ai dit, j'ai un peu spoilé, on n'a pas d'effet du salariat étudiant sur la réussite. D'une filière à l'autre, et même des fois dans une filière, on n'arrive pas à bien prévoir. Et donc là, les travaux de Vanessa Pinto nous aident à comprendre que voilà, la saisonnalité de l'activité, le volume de l'année, la proximité de l'activité avec les études peuvent parfois permettre une mobilisation universitaire, en fait, un peu qu'on n'arrive pas à voir. Donc le grand résultat de ce chapitre, c'est de se dire que qu'est-ce qui reste de vraiment solide, c'est que ce sont, pour les familles populaires particulièrement, des apprentissages élémentaires en français et en mathématiques qui conditionnent largement les succès ultérieurs. Et on en retrouve la trace, nous, 3 ans après, 4 ans après l'obtention du bac. Alors, ça c'est vraiment de sociologue à sociologue, mais un tel résultat, il ne faut pas mettre en concurrence la variable scolaire et la variable de capital culturel. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais par contre, ce que ça veut dire que le capital culturel, il a des effets temporels qui ne sont pas linéaires. On pense que l'effet du capital culturel familial, il est très puissant dans le début de la scolarité, il est sans doute neutralisé dans l'enseignement supérieur, où c'est la formation intellectuelle et scolaire qui prend le relais, particulièrement la prise de notes, en fait. Ça ne se transmet pas dans la famille, ça c'est l'institution qui l'a fait. Dernier chapitre, on a essayé de lever ce qui se passait dans l'université et ce qui s'était passé notamment pour la licence, pour les titulaires de licence une fois qu'ils quittaient l'université. Alors, il faut un peu recontextualiser, mais à la fin des années 2000, et notamment suite au CPE, aux mobilisations contre le CPE, il y a eu un long débat intellectuel sur l'insertion professionnelle des étudiants. Et il y a eu un retour, y compris fait par une partie des sociologues, du retour de la figure du diplômé déclassé, alors qu'il y a une figure historique qu'on connaît bien, notamment les historiens des idées connaissent ça très bien. Et cette figure, qui a été très médiatisée, a permis de légitimer, on pourrait dire, de nouvelles missions pour l'université, l'aide à l'insertion professionnelle, mais aussi a permis d'achever un processus de professionnalisation d'une partie de l'offre universitaire. La thèse qu'on défend dans ce chapitre, c'est qu'elle a en outre, cette transformation, elle a légitimé totalement le mode managérial d'accès à l'emploi et qu'elle a contribué à démonétiser le mode scolaire d'accès aux emplois. Alors je vais revenir là-dessus. Alors le mode managérial d'accès à l'emploi, c'est la modalité de recrutement d'un candidat ou d'une candidate par le biais de ses qualités, on pourrait dire quasi intrinsèques, et de sa personnalité et de son parcours propre. C'est le point de vue des managers du secteur privé sur le fonctionnement du marché du travail. A l'inverse, le mode scolaire d'accès à l'emploi, c'est celui qui garantit l'accès à l'emploi par un simple et seul concours, par des seules connaissances. Et ça, c'est le concours typique de la fonction publique d'État ou de la fonction publique territoriale dans une version un peu dégradée. Alors symboliquement, ce mode scolaire d'accès à l'emploi, il a été très fortement disqualifié. On se souvient de l'épisode sur la princesse de Clèves, hein, qui voulait vraiment dire mais comment peut-on recruter des gens fiables s'ils connaissent la littérature romantique médiévale. Enfin voilà, quel est l'intérêt? On ne voyait pas le lien. Et pourtant, ce mode de recrutement a été historiquement très associé à certaines filières de l'université. Bon, on revient rapidement, là j'enjambe un peu, mais sur comment l'insertion
a été identifié d'abord comme un problème et comment, à ce problème, on a proposé un palmarès des insertions, des taux d'insertion des universités comme solution. Et donc on déconstruit un peu cet épisode. Et le détournement d'enquêtes sociologiques qui étaient très utiles, des enquêtes d'insertion. Vous voyez, des sociologues ont fait ça depuis les années 70, savoir ce que deviennent les diplômés par des statistiques. Mais là, on les a complètement dévoyés de leur objet pour étalonner les performances de filières et de disciplines. Ce qu'on raconte là, c'est la lente conversion des universités, la prise en charge de cette mission d'aide à l'insertion professionnelle, mais qui est une mission quand même historique. On documente aussi comment l'offre de formation des universités s'est professionnalisée entre 1980 et 2002. Alors ça, c'est un travail que j'ai fait dans ma thèse, que j'ai un peu exhumé. J'ai quantifié la totalité des arrêtés d'habilitation de diplôme de l'université de Nantes entre 1980 et 2002. Après 2002, les diplômes ne seront plus habilités par le ministère, les établissements seront accrédités. Ça va tout changer. Mais avant 2002, chaque diplôme est habilité et reçoit un acte positif juridique qui fait l'objet d'une codification juridique. Et chaque diplôme est habilité. Et en dénombrant ces diplômes, pour un seul établissement, je le concède, celui de l'université de Nantes, qui est une université pluridisciplinaire, j'ai pu montrer que la part des diplômes généraux baissait systématiquement entre 1980 et 2002, et qu'elle ne baissait pas de façon égale dans toutes les disciplines. Alors, notamment, c'est rigolo de se rappeler ça, mais en 1980, à l'université de Nantes, on a 3 DESS sur la totalité, donc sciences humaines, droit, économie, santé, 2 MST, donc maîtrise des sciences et techniques, pour 31 diplômes généraux de 2e et 3e cycle, licence et maîtrise, et 12 DEA, toutes disciplines confondues. Ça, c'est l'offre de formation de l'université de Nantes en 1980. En 2002, on est dans une situation très différente, on est juste à la veille du LMD. D'une part, les étudiants en DESS sont plus nombreux en France que ceux de DEA, et il y a des cycles entiers qui sont, enfin des filières, des disciplines, des pôles, comme on appellerait aujourd'hui, qui sont professionnalisés. Alors le principal, c'est le pôle sciences économiques et gestion, qui a 16 diplômes professionnels sur 30, là où l'ensemble lettres n'en a que 4. Donc on voit bien que la professionnalisation de l'université, elle est passée aussi par des disciplines. C'est pas fait de façon uniforme. Parallèlement à ce mouvement de professionnalisation de certaines disciplines, l'université de Nantes va mettre en place un carnet de bord pour construire un projet professionnel personnel qui a été financé par la région des Pays de la Loire et qui a été distribué à 3500 étudiants sous un classeur qui a coûté un peu d'argent et dans lesquels les étudiants sont amenés, dans une logique de compétences, à construire leur parcours, cet objet ayant été progressivement intégré à certains curriculums, là aussi, dans des disciplines qui historiquement étaient marquées par la professionnalisation. Donc ça, ce sont les 2 mouvements qui amorcent de ce qui se passe ensuite pour l'université dans l'insertion des licenciés. Alors déjà, on rappelle aussi qu'aujourd'hui, la majorité des étudiants a une expérience professionnelle avant de quitter l'université, c'est toujours bon à rappeler, d'une part parce qu'ils ont connu un emploi, sans doute beaucoup d'entre eux, et aussi parce qu'ils ont connu des stages, dont beaucoup sont assez peu rémunérés. Les sortants des universités sont en outre dans une position très particulière sur le marché de l'emploi, car ils sont considérés comme des nouveaux entrants. À ce titre, les employeurs du secteur privé leur font subir un traitement qui n'est pas celui des anciens salariés. Ils sont plus sujets aux effets de conjoncture, aux différements des embauches. Mais le fait qui m'a, moi, surpris, et j'étais sûr de trouver un résultat, mais je ne pensais pas qu'il aurait cette ampleur, c'est la part de l'emploi public dans les destins des diplômés de l'université. En 2007, parmi les titulaires de licence et maîtrise ou de master 1, qui ont 5 ans ou plus d'ancienneté sur le marché du travail, donc sont vraiment des jeunes entrants, la part de l'emploi public dans ces destins est de 37%. 37% sur l'ensemble des masters 1 et licence. Ça veut dire qu'il y a des disciplines quasiment entières qui sont liées à l'emploi public qualifié, et on les connaît, l'histoire notamment, par exemple, qui a beaucoup de problèmes pour fabriquer des managers. On comprend bien pourquoi, parce que le curriculum de l'histoire est fondé sur l'agrégation, le CAPES, à la rigueur la thèse, ou des métiers périphériques des sciences historiques. 10 ans plus tard, seulement 10 ans plus tard, en 2017, la part de l'emploi public parmi ces titulaires de licence n'est plus que de 7%. C'est vraiment, je pensais trouver quelque chose, c'est quelque chose que j'avais documenté dans ma thèse, mais je ne pensais pas vraiment que ça prendrait cette proportion-là. Et dans le même moment, parmi les titulaires de master ou de bac plus 5,
la part de l'emploi public augmente. C'est un effet immédiat des transformations des concours de l'enseignement. Mais c'est aussi un message qui est envoyé à ceux qui sortent aujourd'hui titulaires d'une licence. Pour vous, pas de salut par l'emploi public qualifié. Ils sont donc condamnés à candidater sur le marché privé de l'emploi, qui ne reconnaît pas les diplômes généraux des universités de la même façon qu'il reconnaît des diplômes professionnels. Et donc, la dévaluation symbolique de ce mode d'accès scolaire à l'emploi est aujourd'hui confirmée en actes. C'est plus seulement du symbole, on n'est plus dans des discours sur le curriculum d'un concours, à railler un examen, un commentaire de texte sur de la littérature classique. Aujourd'hui, l'emploi public disparaît largement pour les licences et pour les titulaires de licences générales. Alors, je vais aller plus vite, mais ça a des effets sur les salaires. Parce qu'une grande partie de l'érosion salariale que connaissent les titulaires de licence aujourd'hui tient au fait qu'ils n'ont plus accès à l'emploi public qualifié, qui, quoi qu'on en dise, est relativement plus protecteur d'un point de vue salarial que l'emploi précaire sur le secteur privé. Alors pour conclure, le livre il pose quand même une série de questions, il oblige à clarifier ce qu'on entend par sélection. Voilà, qu'est-ce que c'est que sélectionner des étudiants, qu'est-ce que c'est que des sélectionner scolairement. Et nous, on défend cette idée qu'il va falloir petit à petit documenter ce que Jérôme Carabel appelle les admission regimes, c'est-à-dire ces régimes d'admission qui sont aujourd'hui très locaux en fait, et qui concernent près de 3000 licences en France. Et il va falloir documenter comment on trie localement, et pas seulement de façon algorithmique, ces candidatures. Une des questions qu'on essaye d'aborder dans le livre, mais pour lesquelles on n'a pas des données empiriques très précises, c'est aussi la question de la sur- ou de la sous-sélection scolaire des bacheliers d'origine populaire. Et quels sont les effets durables, en fait, de ces inégalités précoces d'apprentissage dans le système scolaire français? Qu'est-ce que ça donne à l'université? Alors, on a des éléments, mais enfin, il nous semble qu'il faut définitivement, et c'est même dur pour moi, je veux dire en tant que sociologue, enfin en tant que raisonnement intellectuel, il faut rompre avec ce présupposé de la constance durable de la valeur scolaire au fil du temps. C'est rompre avec l'idée qu'un niveau scolaire à un moment donné dans le système scolaire français va systématiquement être corrélé à un autre niveau scolaire. Il n'y a pas, ou il y a moins, de constance de la valeur scolaire au fil du temps en France, parce qu'on a une école qui creuse les inégalités. Et donc, les caractéristiques de ce nouveau régime de sélection scolaire, elles sont les suivantes. Jamais la France n'a autant diplômé. Je le redis, mais quelques indicateurs comprennent, c'est quand même à la hausse. 62% d'une classe d'âge titulaire d'un bac en 2006, 82% en 2021. C'est quand même 20 points en 15 ans. C'est pas stable. Dans les cohortes les plus récentes, c'est pas stable. 42% des 25-35 ans sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur étaient titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur en 2006. C'est 50% en 2021, donc ça y est, la loi Fillon, elle est validée. C'est quand même 8 points en 15 ans. 23% des 25-29 ans sont titulaires d'un bac plus 3 ou plus en 2006. C'est 38% en 2021. Là aussi, plus 15 points en 15 ans. Donc il n'y a pas de stagnation, en fait, vraiment éducative. Là, on est vraiment dans cette réplique et les conséquences différées de cette réplique de la seconde explosion scolaire. Pour autant, depuis qu'on peut documenter les apprentissages scolaires de façon standardisée en France, depuis les années 80, jamais la France n'a transmis aussi inégalement les savoirs scolaires. Alors on prend 2 exemples dans le livre, il y en a beaucoup plus. On sait que cette question-là, elle est assez épineuse en France, notamment parce qu'il y a une grande critique des enquêtes PISA, qui étaient soi-disant pas adaptées à bien mesurer les apprentissages des petits élèves en France. Il se trouve qu'aujourd'hui, si on met bout à bout les enquêtes PISA, les enquêtes nationales, voilà, on a quand même une série d'indices convergents. Donc on en prend 2, et voilà, ils sont partiaux, pardon. À la même dictée de 85 mots, 26% des élèves de CM2 faisaient plus de 15 erreurs en 87. Ils sont 46% dans cette situation en 2007. C'est la même dictée. C'est un exercice ad hoc. Et 74% des élèves de CM2 réussissaient les divisions en 1987. Ils ne sont plus que 37% en 2017. Par ailleurs, un résultat qui n'est pas dans le livre et qu'on vient de trouver, qui
qui nous interpelle aussi, c'est que les compétences en calcul des bacheliers qui n'ont pas obtenu leur bac+2, donc c'est un score normalisé, donc il faudrait revenir, mais baissent entre 2004 et 2011. Donc les non-bacheliers, enfin les non-diplômés de l'enseignement supérieur ont un niveau en maths qui baisse à 6 ans d'écart. Voilà, c'est un résultat qui a été publié, enfin qui est sérieux, hein, voilà. Et ça, c'est un résultat qui inviterait à être creusé au moment où la part des mathématiques dans l'enseignement secondaire est à nouveau débattue. Alors voilà, je termine, j'ai été un peu long, mais malgré tout, il y a des questions qu'on ne peut pas aborder, qui sont des questions plus théoriques pour les sociologues, mais que soulève le livre. D'une part, Bourdieu avait conceptualisé le capital culturel avec Passeron, et il avait conceptualisé 3 états de ce capital culturel, le capital incorporé, voilà, celui qui fait corps avec nous, donc le langage, c'est le meilleur état du capital culturel incorporé, le capital objectivé, et ça c'est ce qui se traduit par des matériaux ou par des objets, donc les livres par exemple, et puis le capital culturel institutionnalisé, ça c'était les diplômes. Au moment où il conceptualise le capital culturel et ces 3 états, il est possible qu'il y ait un lien très fort entre ces 3 états et qu'aujourd'hui ce lien ne soit plus le même. Ce n'est pas une petite question conceptuelle, mais disons qu'on n'a pas d'éléments encore empiriques, nous, qui nous permettraient d'avancer des éléments solides là-dessus. Ça, c'est une question qui est vraiment ouverte et que auquel le livre ne répond vraiment pas. Et une deuxième question qui est vraiment laissée ouverte par le livre, c'est le lien entre ce qu'on appelle la socialisation scolaire, la transmission des apprentissages, la forme scolaire, comme disait Guy Vincent, le fait de rester assis pendant des heures, de rentrer dans la scolée, d'accepter l'arbitraire de l'école qui est de se concentrer sur des choses parfois qui n'ont rien à voir avec le monde quotidien pendant un nombre d'heures incroyable. Cette socialisation scolaire-là et son lien avec la socialisation disciplinaire. Il est possible que dans l'enseignement supérieur, il y ait des disciplines où l'effet de la socialisation scolaire soit pas aussi direct, que les compétences scolaires soient pas aussi directes sur la discipline que d'autres. Alors je pense que, pour dire les choses un peu trivialement, je pense que c'est compliqué de faire un premier cycle de mathématiques si on n'a pas une formation solide en mathématiques. Voilà, là il y a un lien assez fort entre socialisation scolaire et une socialisation disciplinaire. Il est possible qu'il y ait des disciplines plus hybrides, plus hétéronomes, qui accueillent d'autres compétences que les compétences scolaires, et que ce qu'on vient de dire soit pas vrai pour toutes les disciplines. Là aussi, ces constats-là appellent à des enquêtes de terrain qu'on appelle de nos voeux, qu'on espère faire nous-mêmes, mais qui ne trouvent pas de solution dans le livre. Et je vous remercie. Désolé d'avoir été long. Voilà. Parce que c'est là que la concurrence. Voilà, nous on le fait au niveau national et on ne combine pas la polarisation scolaire territoriale et la polarisation scolaire disciplinaire. On n'avait pas les moyens de le faire au moment où on écrivait le livre, il fallait aussi qu'on avance. Sur l'Île-de-France, c'est vrai parce qu'il y a une densité de l'offre qui permet de relatifs déplacements. Un des premiers, dans les 2 années qui ont suivi Parcoursup, un effet qui a été assez bien documenté, c'est la part des mentionnés dans les filières de droit qui a baissé, je crois, à Paris 13 et qui a augmenté dans les facs. Vous voyez, donc ça, il y a un petit, voilà, sur une, voilà, c'est à Paris 13. Et donc cet effet-là, qui est un truc qui a été documenté administrativement, pas du tout par des sociologues, mais voilà, là on voyait quelque chose en 2 ans. Tout de suite, on voit. Et c'est permis par des infrastructures de transport, c'est permis aussi par les commissions des vœux, je pense, où il y a des filières en tension. Malgré tout, il faut aussi dire, ce que vous dites est vrai, que ça sera pas pareil partout. Parce que c'est pas un marché, enfin, si on se met dans la tête d'un libéral pur et dur, l'offre d'enseignement supérieur, c'est pas un marché pur et parfait, en fait. Il y a des distorsions d'information, l'offre, elle n'est pas uniforme sur le territoire. Enfin, bon, je ne fais pas tout le cours sur qu'est-ce qu'un marché pur et parfait, mais enfin, vous voyez, donc, à Nantes, en province, il y a des offres un peu moins denses. Et je pense que c'est plutôt à l'occasion du master qu'on va avoir là un marché un peu plus nationalisé au sens dans les prochaines années. Mais, alors, 2 remarques. Il faut avoir en tête, d'une part, qu'on a réussi à unifier en France le marché des grandes écoles. C'est Marianne Blanchard qui raconte ça très bien, c'est qu'en 1960, c'est impossible de candidater en même temps à Subdeco Grenoble et Subdeco Paris. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, vous voyez,
ne candidataient pas, d'ailleurs il n'y a pas vraiment de concours, et qu'ils ont mis en place, historiquement, des banques communes d'épreuves, déjà des calendriers communs, voilà, tout ça. Et donc c'est possible de le faire, ça n'existait pas dans les années 60, c'est le cas. Et d'autre part, moi je pense que il va falloir bien sûr documenter cette polarisation, ce que fait Leïla en Île-de-France et ailleurs, mais je pense que vraiment un des enjeux, c'est de faire ce que Jérôme Carabel a fait pour la Ivy League. Donc The Chosen, c'est l'histoire de la sélection des publics scolaires dans les universités de la Ivy League sur 200 ans. Donc notamment le fait qu'au début on n'accueille pas les juifs, les femmes, puis petit à petit on dit ah bah si en fait on va ouvrir la scolarité possiblement, puis finalement les étudiants afro-américains ah bah oui, enfin vous voyez, au point qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation complètement folle, notamment pour la Ivy League où le SAT est remis en cause par des communautés, notamment les communautés asiatiques. Voilà, ça a été invalidé là par un vote en Californie récemment parce qu'elles trouvent que leurs enfants sont discriminés, en fait. Vu qu'ils sont plus performants scolairement, ils disent bah, ah non, les quotas, non. Vous voyez. Donc, moi, ce que je pense qu'il faut documenter, c'est ces régimes d'admission, c'est-à-dire la manière dont fonctionnent les algorithmes, mais localement, et comment fonctionnent les commissions d'examen des vœux. Parce qu'il y a sans doute du scolaire, en tout cas au niveau national, on le voit, il y a de la sélection scolaire très forte, mais il va aussi y avoir des enjeux de proximité, géographique. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre la mention très bien, dont on sait qu'elle sera prise dans une autre discipline? Vous voyez, il va y avoir des petits ajustements. Et ça, pour le documenter, il y a un peu plus de 2800 licences en France. Il n'y a pas d'autre solution que d'envoyer des étudiants, des collègues, faire ces enquêtes et échanger avec les collègues qui, je pense, sont rendus à un niveau d'inhibition, je veux dire, morale sur la sélection, qui permet de parler. Et pourquoi ils sont à ce niveau d'inhibition? Enfin, nous, c'était le pari vraiment du livre, c'était de faire le pari de l'intelligence, en fait. C'est de te dire qu'aujourd'hui, les enjeux de sélection, ils n'ont plus tellement d'enjeux idéologiques, ou de moins en moins. On voit bien, hein, Parcoursup, ça n'a pas occasionné une grande mobilisation dans nos rangs. Enfin, je le redis, c'est pas agréable à entendre, mais moins qu'en 2009, en tout cas. Et parce qu'une partie des collègues, je pense, ils voient une opportunité pour homogénéiser le public scolairement, garantir leurs conditions de travail. Ça ressort, hein. Enfin, je veux dire, Et donc je pense qu'on est à un moment où on peut enquêter, enfin, où on peut envoyer des étudiants, parce qu'il y a cette petite inhibition morale qui est levée, parce qu'il y a Parcoursup, et que des collègues, pas tous, mais sans doute accepteraient qu'on vienne dire, alors, du coup, comment vous faites avec les dossiers? Pourquoi lui? Voilà. On sait que ça s'est fait. Sophie Orange, elle l'a très bien documenté pour le STS. Ils l'ont accepté dans les STS, et ce qu'il faudrait faire, c'est ça aujourd'hui dans ces commissions d'examen des vœux. Donc les effets de la nouvelle forme de sélection en master, là, ça va être... Là, pour le coup, on va être sur un marché national. Disons qu'on ne sait pas encore, enfin voilà, mais il y a des chances que les familles et les étudiants soient plus disposés à la mobilité. Le niveau master soit quand même plus interrégionalisé, je ne sais pas comment dire, que le premier cycle. En tout cas, je pense à ce que Hugo Harari-Kermadec a présenté la dernière fois, où on voit que les mobilités étudiantes, elles ne se jouent pas au même niveau entre le premier cycle et le second cycle. Et puis d'autre part, je pense que l'inhibition économique, enfin le consentement à payer pour des études supérieures, il se rejoue en master un peu différemment. Notamment si on nous présente certains masters comme des masters premium qui garantissent ensuite l'accès à l'emploi qualifié. Et donc là, mais moi, je suis prudent parce que j'ai très bien documenté avec Tristan Poulawek et Yael Brimbaume les manières dont ces 5 manières d'avoir sa licence produisaient des poursuites d'études ou non. Mais dans le nouveau jeu qui va arriver, pour la première génération en plus qui a connu Parcoursup, c'est ça qui va se passer, c'est que ceux qui vont faire trouver mon master, ils ont déjà eu Parcoursup, donc ils ont déjà été un petit peu socialisés à anticiper les commissions des vœux, à jouer de l'option un peu distinctive. Je pense que ça, c'est vraiment à documenter, mais l'hypothèse que je ferais, ce serait celle-ci, c'est que ce marché sera plus interrégionalisé que d'autres. Ce que j'aimerais bien voir, par contre, aussi, c'est la hiérarchie, comment la hiérarchie des disciplines va se rejouer en master par rapport à la licence. Il n'est pas impossible qu'il y ait des petits effets de réajustement qui pourraient nous coûter à nous, sociologues, quelques bons étudiants, enfin voilà, des choses comme ça. Enfin, c'est une hypothèse, je suis prudent.
Je vous ai éteint, je suis désolé. Bah, merci beaucoup, c'était super précis. Non, je dis juste, la conclusion est un peu politique. Enfin, voilà, il y a des propositions concrètes voilà, qu'on met sur la table. Et donc, je le dis ici parce qu'une partie des propositions ont été débattues ici. Donc, on en fait d'autres. On fait des fois les mêmes, mais des fois d'autres. Et donc aussi pour sortir de cet embarras qui nous trahit tous face à Parcoursup, face à enfin voilà, des niveaux d'étudiants parfois qui nous inquiètent. Enfin voilà, voilà donc il y a aussi des raisons voilà, de se mobiliser dans cet ouvrage. Ouais, tu disais que plutôt que défendre les 40% d'échec en licence, tu préférais défendre les 60% de réussite Ouais. dans la période. Comment tu peux répondre à un manager qui dit que ça coûte cher de mettre 7 ans, investir 7 ans d'éducation pour que quelqu'un ait sa licence? Eh ben, alors, il y a trois manières. Il y a trois manières d'y répondre. C'est que on sait que ceux qui ont été à l'initiative de Parcoursup n'ignorent pas la question du niveau scolaire, puisque deux économistes de renom, il n'y avait pas besoin d'aller dans les wikis, enfin dans les Macron Leaks, ont carrément dit explicitement, ça serait beaucoup trop coûteux d'amener aujourd'hui, en gros, les enfants des milieux populaires au niveau scolaire souhaitable. Donc ils l'ont dit comme ça, c'est écrit, on le cite dans le livre, et donc on a envie de leur dire, d'une part, essayer l'ignorance, enfin, c'est un peu facile, mais voilà, dans un moment climatique, militaire aussi, et économique comme on le connaît, ou même sanitaire, on voit bien que essayer l'ignorance. Et surtout, moi, j'y vois une occasion de défendre qu'est-ce que la formation intellectuelle et qu'est-ce que la formation intellectuelle universitaire par rapport à la formation des esprits par des managers. Alors, je pense qu'un bon exemple, je le reprends tout le temps, mais c'est la gestion de la crise sanitaire par McKinsey, qui a un rapport... Non, mais il faut le prendre au sérieux, ça, ils ont un rapport instrumental au savoir. C'est-à-dire qu'ils font des graphiques au doigt mouillé, des choses que moi, mes étudiants en master n'accepteraient pas de faire. Ils ont un niveau d'exigence qui est conduit par leur rapport au savoir, qui est on peut instrumentaliser les savoirs. Et je pense que une des raisons de parier sur la formation universitaire, c'est-à-dire dans son sens le plus classique, au sens de formation intellectuelle qui s'appuie sur la raison, des hypothèses, qui donne au raisonnement hypothético-déductif une part importante, mais qui accueille quand même des raisonnements inductifs, c'est l'idée que nous, on n'a pas un rapport au savoir instrumental, et que la vérité, toute relative qu'elle soit, je sais qu'elle est l'objet de lutte, voilà, mais qu'à un moment donné, il y a quand même des moments de vérité, eh bien, on s'y soumet. Donc moi, par exemple, le premier, si on... C'est vrai, c'est dans cette logique-là qu'on a débattu aussi sur ces 60%, en disant on ne va pas seulement critiquer l'indicateur et dire qu'il faut arrêter de quantifier, c'est essayer de se dire, en fait, on va en proposer un, et ça se trouve, on pourrait faire différemment, mais voilà, de rappeler qu'il est possible de faire différemment. Et moi, je pense que, il faut avoir à cœur face à ces managers de leur dire qu'ils méconnaissent l'université parce que d'une part, ils n'y sont pas passés, mais aussi que ce mode de formation intellectuelle, il a des vertus. Il a des vertus pour une société un peu démocratique qui est engagée face à des enjeux climatiques et économiques colossaux, quoi. Donc, moi, je dirais ça, même si je suis pas sûr de convaincre, mais enfin, je dirais ça. Oui, bien sûr. Voilà, non mais... voilà, je dirais ça. Si, peut-être une question. Moi, je me rappelle pendant le moment, il y avait un chiffre que dans vos chiffres, même, on disait 80% des étudiants qui rentrent en première année sortent avec un diplôme. Là, c'est 61% de chiffre. Alors, ceux qui rentrent en première année à l'université, hors médecine, sortent, quelle que soit la durée, avec une licence, et ils sont 61%. Ça veut pas dire, ils ont leur L1, leur L2 et leur L3. Ça veut dire ça, hein. Ils ont L1, L2, L3, et la licence est validée. D'accord. Et la question, je me demande d'où est ce chiffre de 80% qui, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus, mais c'est un peu dans les discussions. Non, c'est le chiffre officiel qui sort avec le diplôme du supérieur. Non, c'est pas une licence. Nous, c'est sur la licence, c'est ça le point. Il y a des effets de restriction de champ, mais qui sont importants. Nous, par contre, ce qu'on dit, et c'est
on a pris les stats administratives de Nantes pour le faire. Alors, c'est toujours mais c'est qu'en sociologie, 90% des présents aux examens ont leur année. Et ça, enfin, voilà, à l'étranger, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien pour nous, quoi. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes présent, en France, dans certaines disciplines, vous avez votre année. Et ça, c'est quelque chose qui est assez bien connu, je pense, des scolarités centrales, et qui est dur à contrer, en fait. C'est-à-dire, ouais, il y a des disciplines qui sont plus ou moins sélectives, et surtout en L1, nous, on a tendance quand même à être dans la docimologie, je crois, en sciences sociales, arrangeant, enfin, du moins à accepter voilà, des formes de validation ou des formes de contrôle des connaissances euh, qui sont liées à notre époque. Voilà, une des enquêtes que moi je rêverais de faire, c'est dans les héritiers, toutes les enquêtes des années 70 du CSE qui ont été faites sur les étudiants. Et il y avait un questionnaire de connaissances, en fait, fait par Bourdieu et Passeron. Et donc je rêve de repasser ce questionnaire de connaissances, donc sur des exercices de français, enfin voilà, de mathématiques, et de le repasser aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est lié au curriculum de l'époque, qui fait qu'au moment où Bourdieu et Passeron enquête, la philosophie, les lettres anciennes, elles sont dominantes. Donc bon, la culture classique, voilà, les étudiants qui arrivent en sociologie à Lille et à Paris, quand ils enquêtent, ils baignent dans la culture classique. Donc ça serait compliqué de demander des définitions ou des versions ou des thèmes en latin. Je pense que ce serait compliqué, mais il y a quand même cette idée que ça serait intéressant quand même de comparer ce qui s'est passé, voilà, en termes de purement cognitif. Enfin, je dis purement en termes de connaissances. Et parce que sinon, en fait, d'une part, c'est une scène libre disciplinaire, mais pour le moment, on n'investit pas le terrain face aux sciences cognitives, qui ont quand même des prétentions à nous raconter des choses. Sur ces affaires-là, des choses qu'il faut des fois qu'on entende. Non, mais il y a des vraies choses. Enfin, il y a des vrais combats à mener aussi, mais il y a des choses qui sont pas inintéressantes. Et eux ne connaissent pas nos concepts, je pense, le capital culturel. Je pense que les 3 états du capital culturel, ils ne voient pas du tout ce que c'est. Et pourtant, c'est efficace, quoi. Ça pourrait les convaincre. Mais on a aussi, nous, je pense, à faire ce travail-là, parce que ou c'est les sciences cognitives, ou alors c'est des économistes qui se servent de ça. Donc, moi, je pense qu'il y aurait un travail à faire là, en plus c'est statistique, mais qui est un peu coûteux, pour documenter cette question de la formation intellectuelle, du niveau de connaissance des étudiants ou des bacheliers aujourd'hui, et de savoir ce qui se joue vraiment dans ces premiers cycles universitaires. Qu'on arrête de nous dire, en fait, qu'on diplôme à tout va, ou qu'on est un lieu où l'échec est majoritaire, enfin voilà, au-delà de ce que nous on raconte. Et alors, comment vous expliquez que là, je reviens en arrière, mais la baisse des performances, test. Alors, il y a 2 explications. Enfin, sur le marché sur le marché intellectuel, il y a 2 hypothèses. L'hypothèse défendue par Sylvain Brocolichi, qui est quelqu'un d'un peu sérieux, c'est la dégradation des conditions de travail des enseignants. C'est pas une petite hypothèse, enfin voilà, parce que du coup, voilà, c'est vrai que les conditions de travail, notamment à l'élémentaire, ont profondément changé. Il y a une hypothèse que moi je trouve, donc c'est sans doute vrai, il faut la documenter, mais il y a une hypothèse que je trouve peut-être plus séduisante encore, mais d'un point de vue intellectuel. C'est une hypothèse qui est liée à un concept qui a été formé dans le groupe ESCOL, qui est un groupe de Paris 8 autour de, aujourd'hui c'est Stéphane Bonnery, qui ont beaucoup enquêté sur l'élémentaire, et qui parlent qui vont essayer de comprendre comment naissent les malentendus socio-cognitifs en classe. Et donc, où se nichent les malentendus autour du savoir, et qu'est-ce qui font qu'un enseignant, ça peut être nous aussi d'ailleurs, ne le voit pas. Parce qu'il y a des signes extérieurs de l'étude qui sont envoyés par les élèves, que ceux-ci vont parfois glaner le savoir à droite à gauche en copiant, et il y a les signes extérieurs de l'étude, c'est un premier point. Et puis, dans ces malentendus socio-cognitifs aussi, Bonnery, il insiste beaucoup, Terrail aussi, sur le fait qu'une des modalités par lesquelles on enseigne aujourd'hui, c'est le fait de faire deviner à l'élève les notions clés. Alors, le cas qui marche toujours très bien, c'est vraiment un cas d'enquête typique de Stéphane Bonnery dans Comprendre l'échec scolaire. Donc, il est en classe, et l'enseignant de CM2 doit enseigner la notion de relief. Il ne dit pas qu'il enseigne la notion de relief, et il fait colorier aux élèves des cartes. Vous voyez, selon le code couleur que nous connaissons tous, foncé, marron foncé pour des hautes altitudes, vert pour la plaine, bleu ciel pour la mer basse, et puis bleu foncé. Et il suit un élève qui va présenter les signes extérieurs de l'étude, mais colorie sa carte correctement,
au prix de copier sur ses voisins, de faire son travail par ses voisins. Et lui, il voit pas très bien, puis cet élève, il est toujours un peu agité, donc il dit que ça va. Et l'enseignante dit, n'oubliez pas de bien réviser, parce que jeudi, il y aura une évaluation sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Et là où c'est génial, c'est que le dispositif de Stéphane Bonnery suit l'élève dans sa famille. Donc il le voit en train de réviser. C'est un élève de quartier populaire, de Z+, dans une famille qui est mobilisée scolairement. Et on voit le gamin dans l'enquête apprendre par cœur la carte, ce qui est un exercice intellectuel hallucinant. Parce qu'il apprend par cœur la carte. Et bien sûr, ce que nous, on sait tous, parce qu'on est des diplômés, c'est que quand il arrive le jour de l'évaluation, c'est pas la même carte. Et il trouve que c'est une injustice fondamentale. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris le concept de relief. Il n'a pas vu que c'était un concept transposable. On lui a pas dit que ce qu'il allait apprendre, c'était un concept, le relief, que c'était matérialisé par des couleurs, et que ça allait lui permettre de colorier des cartes toute sa vie. Et donc là, on a l'exemple typique de comment l'institution scolaire française peut produire par elle-même des malentendus cognitifs qui ne sont levés qu'au prix d'un affrontement terrible, c'est-à-dire d'une vérité. Et ça, l'équipe Escole, donc il y a à voir avec des manières d'enseigner. C'est ce que dit Terrail aussi sur la lecture, par exemple. Voilà, c'est la part de l'implicite, mais qui va même jusqu'à ne pas désigner le concept. Et c'est vrai qu'on... voilà, comme tout, j'imagine, je suis enseignant-chercheur, donc j'ai quand même pas mal d'enseignants autour de moi, donc j'avais l'impression quand même de connaître un peu ce monde-là, mais quand on lit ce récit d'enquête, on est troublé vraiment de se dire, ah oui, ça peut se passer comme... C'est pas que ça se passe comme ça en primaire, c'est que ça peut se passer comme ça, dans une école de REP+, où il y a 28 élèves, et où on est en CM2, ça bouge, il faut quand même avancer, apprendre des choses, enfin... Et tout est un peu cristallisé dans cette petite anecdote, mais voilà, entre la dégradation des conditions de travail et puis la manière dont l'institution produit par elle-même des malentendus socio-cognitifs, je pense qu'il y a là deux éléments de compréhension assez forts de ce qui est en train de se passer en maths, en français, mais sans doute en fait ailleurs. Enfin, parce que voilà, les maths et français, c'est ce qui va permettre d'apprendre les autres disciplines, les autres savoirs. Mais voilà, je suis hyper bavard, je suis désolé. Pardon. Par exemple, le statut social, et en fait, ils sont moins éduqués parce que c'est les parents sont mal payés parce que c'est ça. Et qu'en fait, du coup, même avec des conditions de travail équivalentes, et même si le système pédagogique est le même, en fait, juste, il y aurait que 20% du savoir qui serait capturé par l'élève, là où avant, on avait 80%. Ouais, pour moi, je mettais conditions de travail et d'emploi à peu près ensemble. Je pense que oui, c'est vrai que socialement, moi, contemporain était juste en une génération, je ne vois pas et quoi. C'était vraiment un haut d'échelle sociale et maintenant plus du tout, quoi. Ouais, je sais pas dans quelle mesure les élèves perçoivent ça et dans quelle mesure c'est agissant. Négocier avec des parents d'élèves qui sont en train de négocier des trucs, ça c'est l'enfer, quoi. Alors que c'est pas du tout le cas. Oui, mais les pratiques clientélistes, elles sont le fait de certaines classes sociales et pas d'autres. Et donc ça dit beaucoup de choses sur sans doute le fait que les instituts dans un quartier où peut-être c'est autorisé. Je sais pas, ce qu'ont documenté les sociologues de l'enseignement élémentaire au collège, c'est plutôt que les classes populaires, ils s'en remettent à l'école en fait. Beaucoup. Et ils osent pas trop contester, ils n'ont pas le pouvoir d'opposer d'autres légitimités. Ce que font plus facilement des classes moyennes. Alors je pense à Wilfried Ligné parfaitement sur le diagnostic de précocité intellectuelle, où là on a des classes moyennes qui sont très dépendantes plutôt de capitaux économiques, qui, voyant, pour réduire l'incertitude à l'école, parce que l'école c'est quand même un lieu de domination, et c'est pas garanti que ça marche bien pour elles, vont opposer une autre légitimité à l'école, qui est la noblesse psychologique en fait, en disant, enfin, c'est pas qu'il est nul, c'est qu'il est, justement, il est beaucoup plus fort. Et c'est un diagnostic que n'utilisent pas les enseignants. Vous voyez, ce que je trouve génial dans l'étude de Wilfried Ligné sur la précocité intellectuelle, c'est que les enfants d'enseignants, eux, ils opposent jamais, les enseignants, la précocité intellectuelle, ça serait presque vulgaire, je pense, pour des enseignants d'opposer ça, et puis ça serait compliqué avec d'autres collègues. Par contre, leurs gamins sont surreprésentés parmi ceux qui sautent une classe. Vous voyez, c'est l'ajustement parfait à l'institution. C'est-à-dire que, voilà, c'est un autre type de rapport à l'institution. Donc moi, je me méfie toujours du rapport à l'institution qui est dépeint comme plus critique. En tout cas, dans les classes populaires que je connais plus, le rapport qui est confirmé par les enquêtes, c'est plutôt une remise. Et le fait notamment que quand il y a un verdict scolaire, notamment d'orientation, les ouvriers et les employés le contestent assez peu, en fait. Je veux dire,
par rapport aux enfants, enfin, même les profs, quand parce que ça peut se passer mal dans les familles de profs, ils contestent beaucoup plus l'institution. J'ai en tête plutôt les milieux à la campagne profonde, quoi. C'est tout encore autre chose, en fait. Ouais, ouais, mais alors c'est pas un truc qui est très bien documenté, c'est vrai, je reconnais la scolarisation en zone rurale. Et je pense que c'est un enjeu. Vous avez peut-être raison.